comptait parler du match des étoiles 2023, mais on s'entend, je pense que c'est assez unanime que c'était un événement décevant là, ce week-end. Donc, je dirais, on va passer par-dessus. On a quand même plusieurs autres sujets. On va parler, pour commencer, du contrat de Dylan Cousins, parce qu'on en parlait un peu précédemment. Mais je serais curieux de vous entendre justement sur cette signature de contrat-là. Donc, 7,1 millions pour 7 ans. Éloi, c'est quand même intéressant comme montant pour les Sabres. Donc, encore une fois, un peu comme avec Tage Thompson, on prend le pari justement que le joueur va continuer de se développer et de valoir plus que son 7,1 millions. Ben oui, c'est pas un pari très risqué non plus, dans le sens que, comme je t'ai dit, c'est bon pour l'équipe, puis à son âge, il peut très très bien se développer positivement. Ça m'étonnerait beaucoup de le voir régresser, surtout avec les capacités qu'il a démontrées cette saison offensivement. Tu veux que les gens soient les jeunes soient bien entourés, ben t'as pas le choix de les signer pour longtemps, bâtir un noyau fort, solide. Puis après ça, tu peux bâtir autour de ça. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire les Sabres cette année, Kevin Adams. Puis je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait avec l'organisation depuis les 2 dernières saisons, vraiment. Là. Ils ont tourné complètement la situation du côté de Buffalo. Puis c'est une équipe qui va vraiment être à surveiller d'ici la fin de la saison. Puis des signatures comme ça peut vraiment. Je vois difficilement comment ça peut mal aller là, pour ça, pour Buffalo. Marc-Antoine, je suis curieux de t'entendre aussi avec la signature de Cousins. C'est un autre, si on veut, espoir qui a pris peut-être pas un peu plus de temps parce qu'il est quand même juste âgé de 21 ans, mais tout de même, on ne l'a pas lancé justement dans le trop vite. Même chose avec Thompson, justement, que ça a été un petit peu plus long, mais c'est des joueurs justement qui maintenant on paye un peu moins cher, mais qui ont vraiment une incidence importante sur les performances des Sabres. Ben oui, vraiment. Puis je suis curieux de voir comment comment tout va s'articuler parce que je trouve que les derniers repêchages, ils vont vraiment pour des coups de circuit. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça va s'articuler. Puis je suis content de voir qu'ils font des choix. C'est-à-dire que Cousins, il aurait pu décider de dire on y fait un contrat de je sais pas moi, 3 ans à 5,8, mettons, puis dire on va voir ce que ça va donner. Mais ils vont vraiment pour 7 ans. Ils ont décidé qu'à l'interne, c'était le joueur qu'on voulait. Je suis heureux parce que moi, je le voyais vraiment comme un deuxième centre, puis c'est non négligeable, tu sais, un deuxième centre, t'en as besoin. Et là, c'est aussi une heureuse chose qu'on ait un premier centre, c'est quelque chose qui manquait à Buffalo. Fait que là, d'être capable d'avoir Thompson et Cousins est aussi capable de jouer à l'aile. Le futur, je trouve que le futur a l'air très, très lumineux, on va dire, à Buffalo, puis surtout avec Power et Dallin à la défense. Et là, après ça, tout le reste, je veux dire, comme on dit, c'est du gravy. C'est-à-dire que tu es capable d'avoir un Noah Sloan que j'aime beaucoup dans le pipeline. Après ça, tu peux avoir un Mathieu Savoie. Il y a plein de joueurs qui peuvent se greffer à ça, qui font déjà partie de l'organigramme. Après ça, si tu veux y aller d'une grosse signature, là, ça devient intéressant à Buffalo. Parce que moi, si j'ai à choisir, je me dis, ben coudonc, cette équipe-là est prête à gagner peut-être dans 2 ans, 3 mois. C'est ça. Ça commence à devenir intéressant là, si jamais il y a un joueur qui devient agent libre. J'ai bien hâte de voir ça, mais très bonne signature à 7,1 pour 7 ans. Là. Je pense qu'ils vont être capables de battre l'inflation, le fameux plafond qui monte. Là. Bientôt, ça va devenir comme si tu l'avais signé à 5 millions. Là. Donc, Oui, ce qui est vraiment intéressant aussi de ce côté-là, c'est que présentement, les Sabres pour l'an prochain ont encore 25 millions d'espace sur leur masse salariale et pratiquement tout le monde est signé. En plus, on a le contrat de Jeff Skinner qui est vraiment pas bon, malgré que cette année, il y a une bonne saison, mais ça reste que, on a un contrat problématique dans l'équipe et malgré tout, on a 25 millions de plus. Et dans 2 ans, il reste seulement dans ton noyau Darlin et Power justement à re-signer. Oui, ça va être beaucoup d'argent, mais on a l'espace malgré tout pour le faire. Donc, Julien, je serais curieux de t'entendre justement sur la façon que les Sabres ont réussi à se rebâtir, si on veut, en dedans de peut-être 2 saisons depuis le départ de Jack Eichel. Ouais, ben c'est ça. Puis TOC, ça a été tellement l'acquisition clé dans l'échange de Eichel parce qu'il amène du leadership, de la stabilité. Il a un beau contrat. Il est productif. Puis Dylan Cousins, honnêtement, mettons qu'il fait la même proportion de points par match que cette année, il vaut déjà 7,1 l'année prochaine. Fait que dans 5 ans, 6 ans, même dans 3 ans, ça pourrait être un aubaine déjà. Donc, ça, c'est excellent. Leur structure financière est vraiment excellente. Là. Puis, moi, il me fait penser un peu, c'est pas il y a plus d'offensives, Cousin, mais je trouve que leur progression, leur size, leur position, tout, etc., ça me fait penser un peu à Kirby Duck. C'est 2 gros bonhommes responsables défensivement. C'est sûr que Cousin, même dans le junior, il a fait plus de points. Là. Mais ça reste quand même que c'est 2 joueurs justement là, qui commencent vraiment à se développer, à sortir de leur coquille finalement. Là, puis
Pidac aussi, d'ailleurs, il a signé un très beau contrat, là, à 3,4 pendant 4 ans, mais j'ai hâte de voir aussi du côté du Canadien, parallèlement, justement, probablement, éventuellement, il va jouer au centre. Là, je pense que c'est assez clair. Là, puis on a réussi à faire ce que les Blackhawks n'ont pas réussi à faire, finalement. Puis, mais non, vraiment content pour Buffalo parce que moi, ça fait 10 ans là, que c'est vraiment c'est lourd. Là. Puis en parlant aussi de contrat à long terme, il y a le défenseur Samuelson là, à gabarit, là, je pense qu'il est 6 pieds 5, 4, 5, là, mais défensif, mais tu vois, il n'est pas vieux, puis ils ont pris une chance avec lui, mais honnêtement, au prix qu'ils l'ont signé, il peut juste faire une bonne job défensivement, puis ça va être rentable. Fait que j'aime vraiment la philosophie du. Puis probablement que c'est une philosophie, tu vois, dans quelques années, il y a d'autres équipes qui vont se faire influencer parce que le DG de Buffalo est en train de faire justement avec les signatures. Mais en fait, je pense que ça fait aussi partie, veux pas, d'une nouvelle tendance, même ailleurs dans la Ligue. C'est sûr que là, Buffalo, on a beaucoup de jeunes. Ils l'ont poussé à l'extrême, eux autres. C'est ça, ils en profitent. Mais évidemment, tantôt, j'ai parlé de Jack Hughes avec les Devils, c'est la même chose. Si, exemple, Hughes signait son contrat cette année ou l'an prochain, ça serait probablement plus que 8 millions avec les performances qu'il connaît actuellement. Donc, tout de même, là, c'est de plus en plus, on essaie d'éviter le contre-pont, mais c'est des paris. Donc, c'est sûr, il y a toujours le risque qu'on se développe moins. Quoique le plafond, il ne va peut-être pas augmenter tant que ça dans les prochaines années parce que les sports, ils ont beaucoup de problèmes. Donc, la Ligue nationale, ça se peut qu'ils perdent des revenus de télé aux États-Unis. Ça pourrait coûter cher aux équipes, par exemple. Donc, c'est des bons contrats qui vont peut-être être encore meilleurs quand tu vas voir d'autres équipes avoir de la difficulté dans les prochaines années. On va voir. Exact. On voudrait parler aussi, en fait, de la signature de Bo Horvat avec les Islanders de New York, donc un contrat de 8 ans de son côté. Donc, c'est encore là, c'est une autre grosse signature qu'on a cette semaine. Mais au-delà de la signature, je serais curieux de vous entendre. Pensez-vous que le fait que les Islanders de New York, qui sont dans la course aux séries, ont acquis Bo Horvat, ça force les équipes comme Washington, Pittsburgh, Buffalo, justement, ou la Floride, à aller chercher des nouveaux éléments pour, justement, avoir le dessus dans cette course aux séries-là? Je vais commencer avec toi, Éloi. Oui, honnêtement, t'as pas le choix. T'as pas le choix de suivre la parade, puis tes joueurs, ils voient l'autre équipe aller chercher le gros nom. Ben là, c'est sûr qu'ils veulent aussi avoir du renfort dans la chambre. Les Islanders qui ont autant de points que Pittsburgh. Donc, tu sais, ça va être intéressant de voir s'ils peuvent aller chercher cette pièce-là, justement. Les Pens, ils ont fait un échange cet été pour Jeff Petrie pour essayer d'aider l'équipe. Mais durant la saison, quand tu vois ton équipe rivale faire ce move-là, c'est sûr que tes joueurs ils s'attendent aussi à avoir quelqu'un qui va venir les aider. Donc, ça va être intéressant à suivre. Du côté des Islanders, par contre, il faut que ça marche. Ils se sont vraiment commis pour ça cette année. Avec Bo Horvat, dans 8 ans, est-ce que le contrat va être aussi bon? Sûrement pas. Historiquement, ça n'a jamais été bon pendant 8 ans, ces contrats-là, mais mettons qu'ils donnent 4-5 bonnes saisons, c'est pas si mal. Sauf que vraiment, le geste, il est fait pour cette année. On pense qu'on a une chance cette année de faire du bruit. On avait une certaine fenêtre là, qui s'était ouverte. On avait atteint la finale de conférence 2 fois face à Tampa Bay il y a 2 et 3 ans, respectivement. Puis Lamoriello pense que la fenêtre est encore ouverte. Pour les Islanders, il faut y aller. Puis pour les autres équipes, ça peut être une menace, absolument. Fait que oui, ils vont regarder les gestes qu'ils peuvent faire, absolument. Vite, dans les équipes que je t'ai nommées, penses-tu que les Islanders en font partie de celles qui vont faire les séries? C'est sûr que là, on ne sait pas les échanges qui vont venir, mais en ce moment, je te dirais qu'ils vont probablement les faire. Tu sais, comme 7-8e, quelque chose comme ça dans l'Est. Je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut pour vraiment rivaliser avec les meilleures équipes de la conférence, par contre. Eux pensent que oui. Mais encore là, dans les séries, on ne sait jamais. Là. Du momentum, ça peut se prendre assez rapidement. Donc, mais je pense qu'ils vont les atteindre. Je pense que Pittsburgh et Washington sont plus en danger qu'eux autres. Marc-Antoine, tu penses quoi de la situation des Islanders? Penses-tu qu'ils ont une chance? Tu sais, moi, les Islanders, c'est pas une équipe que j'affectionne particulièrement. Tu sais, je pense que c'est une équipe qui c'est tout le temps, pour moi, c'est tout le temps, on va aller chercher les défenseurs top 4, on va aller chercher les attaquants plus de milieu d'alignement. Après ça, je trouve qu'ils ne se mouillent pas souvent, puis je trouve que le développement des jeunes n'est pas particulièrement excellent, ou je trouve qu'ils étouffent beaucoup de jeunes. Ça a l'air d'être vraiment la vieille école. Là, en fait, on le sait que c'est la vieille école. Puis aussi, c'est quelque chose aussi dans leur alignement que quand Lou Lamoriello a dit c'est trop d'argent puis trop longtemps, c'est parce qu'il sait qu'il est pieds et mains liés. Il n'a pas le choix d'avoir une réponse. Puis la seule chose qui lui plaisait probablement sur le marché, c'était Bo Horvat. Un gars qui est dans la fleur de l'âge, dans l'apogée. Puis le gars a il a 27 ans. Il a 27 ans. Ouais.
Donc, il est dans son prime. Il n'y a pas un gars jeune qui va être irresponsable. Ça, déjà, ça lui plaît. Donc, il se dit, je suis pieds et mains liés. Fait que je vais échanger un atout que, là, ça a l'air d'un jeu de mots, mais un atout qui est probablement que ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, les choix au repêchage, ça ne l'intéresse pas plus. Donc là, il se retrouve là, puis il se dit, crème, je suis bien d'aller chercher Horvat, au moins je sais ce que je vais chercher. Parce que sinon, il savait très bien qu'il ne faisait probablement pas les séries. Mais là, je dois avouer que tu vas chercher plus de leadership. Il se retrouve avec un groupe de joueurs que moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Là. Nelson ressemble peut-être un peu à Horvat. Tous des joueurs qui sont comme pour moi des top 6, mais pas nécessairement des joueurs de première ligne. Mais en série, on ne sait jamais. Hein, c'est une grosse équipe qui joue de manière structurée et méthodique. Ils ont Pelech, ils ont Pollock, ils ont Romanov. C'est des défenseurs qui jouent dur. Sorokin dans les filets. Je veux dire, ils ont le meilleur gardien de la ligue en ce moment. Fait que, on ne sait jamais, hein, une équipe qui bloque des lancers, puis qui est structurée, puis qui ne se blesse pas, puis qui a plein de joueurs de 27 ans avec un certain leadership, ça peut aller loin. Puis il n'empêche qu'ils ont quand même un des meilleurs patineurs de la ligue, Barzal, qui on ne sait jamais ce que ça peut donner. Ça reste tout un joueur là, offensif. Moi, je pense qu'ils vont faire des séries aussi. Mais je dirais, à un certain point, ils me font penser, c'est sûr, c'est pas le même type de joueur, mais à ce que le Canadien de Montréal faisait depuis plusieurs années. On se fiait sur un excellent gardien, des joueurs top 6, milieu d'alignement et une défensive quand même assez dure qui joue du hockey défensif et qui joue bien. Donc, c'est vraiment le même type d'équipe. Puis, comme tu le dis, en série, c'est un style de jeu qui est quand même bien adapté et qui peut faire du dommage et fatiguer les équipes adverses. Julien, de ton côté, penses-tu que les Islanders vont souffler en série? Je pense que oui. Parce que c'est pas juste je mets un joueur. C'est que là, premièrement, il gagne les mises en jeu, il y a du leadership, etc. Là, on l'a tout dit. C'est un excellent bumper en powerplay. Puis, la plupart de ses buts en powerplay, en fait, il est le bumper, puis il en fait vraiment beaucoup là. Puis aussi, c'est que là, en le mettant lui, mettons, comme premier ou deuxième centre, tu enlèves un peu de temps de jeu à Barzal, tu enlèves un peu de temps de jeu à Nelson qui avait beaucoup de responsabilités, puis que c'était pas nécessairement des joueurs qui pouvaient avoir autant de responsabilités que ça. Ça enlève beaucoup de pression sur d'autres joueurs qui vont probablement être meilleurs. Là, tu peux te permettre de jouer Nelson contre le troisième, quatrième trio adverse. Ou contre le premier, puis tu mets Barzal qui est moins bon défensivement, mais qui est excellent offensivement. Tu essaies de faire des match-ups justement peut-être avec la troisième et la quatrième adverse. Donc là, ça fait vraiment ça fait un effet boule de neige d'avoir ce gars-là dans la ligne d'ensemble. Donc ça donne plusieurs options. Et est-ce que ça met de la pression sur les autres équipes? La réponse, c'est oui. Extrêmement d'ailleurs, parce que c'est une équipe qui n'est même pas tout à fait dans les séries. Donc là, ceux qui sont en ce moment sur le bord de ne pas être dans les séries, mais qui le sont, non seulement ça met de la pression sur les séries, mais c'est parce qu'il y a envie le meilleur élément qui était sur le marché. Donc là, il y a moins d'éléments sur le marché pour autant d'équipes sur le bord qui veulent s'améliorer. Parce qu'elle, c'était pas une équipe qu'on prévoyait aller chercher justement un nom comme ça. Donc, c'est tout des O'Reilly, des Taves, des Larkin, des Monahan, s'il se met à patiner, on dit dans une dizaine de jours, il va peut-être jouer le 4-5 matchs là, avant de mettre des transactions. Fait que si ça tient le coup, ça pourrait être des joueurs qui prennent la valeur. Mais tu m'as devancé, j'allais justement dire, on espère que Monahan va revenir dans le portrait d'ici les prochains jours, prochaines semaines pour justement être un appât pour une autre équipe. Un gros merci les gars. En fait, on va passer à notre troisième segment de la soirée avec le plan de match avec Marc-Antoine.